Je suis Laetitia, j'ai 42 ans, je suis psychologue, j'exerce dans la région de Montpellier et je pratique les thérapies cognitives et comportementales depuis 15 ans. Et c'est en tant que psychologue aujourd'hui que je voudrais vous parler. Mais en fait, au début, tout ce qui concernait la cancel culture, le wokisme et tout ce qui concernait la transidentité, je regardais ça de loin. J'avais même un regard plutôt positif vis-à-vis de ça. Je me disais, bon, ben, qu'on débattait des droits des uns et des autres, qu'on débattait de l'égalité, voilà, je trouvais ça plutôt intéressant. Mais voilà, je regardais de loin, je m'en occupais pas tellement. Et c'est mon conjoint qui traîne pas mal sur internet, c'est un petit peu un geek et il était sur des sites majoritairement masculins d'ailleurs, où il critiquait ça. C'est-à-dire que c'est lui qui a commencé à me dire mais regarde, je trouve ça normal qu'il y ait des hommes sans s'identifier femmes, mais qui biologiquement sont des hommes avec la musculature d'hommes, qui gagnent des compétitions à la place de femmes. Du coup, là, je commence à me dire oui, c'est vrai que c'est suspect, c'est dangereux, c'est pas normal. Et puis c'est lui aussi qui me disait, bah, regarde, c'est des hommes qui peuvent accéder aux vestiaires des femmes, c'est des hommes qui peuvent accéder aux toilettes dans les écoles, dans les collèges, etc. Et il m'a dit, renseigne-toi, parce qu'il voyait bien que je me renseignais pas profondément sur le truc. Donc ça, c'était il y a environ 2 ans, 2 ans et demi. Et du coup, je me suis renseignée. Et donc, bah, là, j'ai commencé à fouiller un petit peu sur internet. Comme je connaissais Sophie Robert, j'avais déjà vu des interviews de grande qualité, n'est-ce pas? Et du coup, j'ai vu qu'elle avait fait un documentaire, sur ça. Donc j'ai regardé son documentaire. Donc mauvais genre, hein, le premier. Et là, ça a été, incroyable quoi, de voir ça. Donc j'ai vérifié un peu les sources, j'ai regardé, Christina Button et cetera, et j'ai découvert qu'il y avait cette loi de janvier 2022, donc à l'époque, elle venait de tomber cette loi. Cette loi, qui m'a provoqué une crise d'angoisse. Bonjour et bienvenue sur le podcast Rebelles du genre. Nous sommes des femmes, militantes pour l'affirmation et la protection des droits des femmes basés sur le sexe, et donc notre biologie. Le sexe est la raison de notre oppression par les hommes et le genre en est le moyen. Nous sommes les rebelles du genre. Nous observons aujourd'hui avec fureur des hommes qui envahissent nos espaces, agressent nos sœurs, revendiquent nos droits. Conditionnés à la gentillesse et touchés par leur victimisation, les femmes mettent en général un certain temps à comprendre l'arnaque du mouvement transactiviste et commencent souvent par soutenir cette idéologie. Puis elles ouvrent les yeux, constatent sa violence et la refusent. Ce podcast est là pour donner la parole à des femmes qui expliqueront pourquoi et comment elles sont devenues critiques du genre et qui témoignent de leur parcours. Écoutons leurs paroles. Et j'ai découvert qu'il y avait cette loi de janvier 2022, donc à l'époque, elle venait de tomber cette loi. Cette loi, qui m'a provoqué une crise d'angoisse alors que, franchement, je suis pas quelqu'un qui fait des crises d'angoisse. Je suis vraiment pas, quelqu'un qui panique facilement, mais alors là, quand j'ai vu cette loi, Est-ce que tu je peux me suis dit développer? alors la loi de janvier 2022 qui condamne, les pratiques et les comportements et les propos, je l'ai noté, hein, les propos répétés visant à modifier ou à réprimer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre vraie ou supposée d'une personne et ayant pour effet une altération de sa santé physique et mentale, puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Et d'ailleurs, il y a quand même la suite, hein, les faits mentionnés, c'est-à-dire que ça peut être 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende si c'est au préjudice d'une personne mineure ou qu'un mineur est présent, et par ascendant ou toute personne ayant sur la victime l'autorité ou le droit ou de fait. Il y a aussi quand même marqué que lorsque l'infraction est commise par une personne titulaire de l'autorité parentale sur un mineur, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou sur le retrait de l'exercice de cette autorité. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'il n'y a pas eu de débat public? Comment ça se fait qu'on n'en a pas parlé? Comment ça se fait que sur les réseaux professionnels de psychologues, personne n'en parle? Et là, du coup, bah, j'en ai parlé à des collègues et je me suis rendu compte à quel point les gens bah, s'en fichent en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune réaction. Il y a un peu ce côté où mes collègues, j'ai l'impression, se disent bah, ça ne me concerne pas moi personnellement, ce qui peut être une grosse erreur quand on a des enfants, je pense.
Et ça me concerne pas moi en tant que psychologue, psychothérapeute. Alors, j'ai pas compris parce que c'est carrément une intrusion dans notre pratique où on nous empêche de faire notre travail correctement. Parce qu'en fait, on nous dit, vous ne devez pas discuter une dysphorie de genre, vous ne devez pas le questionner, alors qu'on peut, comme tout psychologue, psychothérapeute, tomber sur des gens qui ne comprennent pas, qui ne savent pas pourquoi ils vont pas bien, qui ne comprennent pas pourquoi ils ont un rejet de leur corps, de leur personne, de toute leur personnalité, qui peuvent avoir des symptômes, donc, comme dans l'autisme, où il y a une espèce des sensations, des fois corporelles, qui sont absentes, ou alors qui sont très fortes, une libido qui peut être absente, énormément de choses au niveau de l'anxiété sociale, de la difficulté à rentrer en lien avec les gens, dans les relations actives, affectives, etc. Et surtout, en dehors de ça aussi, pour toute personne adolescente, ce questionnement vis-à-vis de son corps, de son identité, en tant que fille, garçon, les filles qui ont le corps qui change, qui très souvent rejettent les règles. Quelle fille, quelle adolescente n'a pas dit bah, les règles, ça m'embête, je préférerais être un garçon. Et ben maintenant, avec les réseaux sociaux, hop, ils ont cette hypothèse qui leur vient très facilement. Il y a toutes les personnes, bien sûr, qui peuvent être traumatisées, qui peuvent avoir des traumatismes d'agression sexuelle ou ne serait-ce que un parent qui va juger que il y a une sexualité qu'il ne faut pas avoir et qui peut provoquer du dégoût sur le corps d'un jeune ou d'une jeune, bien évidemment, souvent les femmes, hein, puisque c'est toujours sale pour les femmes, alors que c'est une grande fierté que son fils ait une sexualité. Il y a énormément, dans les troubles du comportement alimentaire, enfin, il y a énormément de choses, de sensations qui peuvent expliquer le fait qu'il y ait une forme de, ne serait-ce que la dissociation émotionnelle en fait. Vous avez des personnes qui, de par leur anxiété, vont avoir ce qu'on appelle la dissociation émotionnelle, cette impression d'être dégagé de son corps, de s'observer faire, de se regarder agir, qui déjà peut peut-être questionner et amener malheureusement du coup les jeunes, les adolescents à se tromper sur leurs problématiques, quoi. Et en fait, on nous interdit de faire ça en tant que psychologue. Voilà. Et moi, je comprends pas que mes collègues, ça les affole pas. En fait, cette loi de janvier 2022, au départ, ça partait d'un bon sentiment en plus, hein, puisque l'idée, c'était de lutter contre les thérapies de conversion, c'est-à-dire justement les parents qui se mêlent de l'orientation sexuelle de leurs enfants et donc, qui leur font subir des choses pas normales parce qu'ils sont gays ou lesbiennes. Et aujourd'hui, en fait, avec cette transformation de l'intention de la loi, qui était de protéger ces jeunes, ben, on en arrive exactement au contraire, puisque on finit par dire, mais non, t'es pas lesbienne, t'es un homme trans. Ou pareil, t'es pas gay. Non, 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 c'est juste que t'es une femme trans. Et donc, en fait, on pratique une thérapie de conversion en ayant cette fameuse loi pour protéger contre les thérapies de conversion. Donc, elle est peut-être pas transphobe, cette loi, mais elle est extrêmement homophobe. Tout à fait. Et d'ailleurs, les personnes trans que j'ai, donc ce sont toutes des femmes transidentifiées hommes, et elles sont toutes avec des femmes transidentifiées hommes, quoi. Voilà. Moi, je me dis, bah, ce sont des lesbiennes, en fait. Voilà. Et au bout d'un moment, bah, ça pose question, quoi. Déjà, il y a toute cette problématique où, en fait, on a tout un vocabulaire où ben, on est obligé de marcher sur des œufs quand on parle. Là, j'ai deux patientes, enfin trois actuellement, et elles sont toutes les trois avec un TDAH et de l'autisme. Voilà. Donc, par exemple, dans les petites filles TDAH, Est-ce que tu peux développer tes DH, s'il te plaît? alors le TDAH, c'est les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc ça veut dire que ce sont des enfants qui ont des difficultés à rester concentrés, qui ont des difficultés attentionnelles, c'est-à-dire que l'attention elle est là, mais elle est mal régulée, donc ça donne des difficultés de concentration. Il peut y avoir une hyperactivité mentale qui est difficile à canaliser, et il peut y avoir, alors surtout dans l'enfance, une hyperactivité aussi comportementale. Et donc, les petites filles TDAH ont souvent un besoin de bouger qui est très intense. Et du coup, souvent, elles s'entendent davantage avec les petits garçons. Parce que très souvent, dans la cour d'école, les petits garçons, eh ben, ils ont tendance à plus jouer au foot, courir, faire des jeux un peu plus sportifs, quoi. Donc, c'est quelque chose de relativement fréquent. Si en plus il y a de l'autisme, il peut y avoir aussi des enfants autistes qui se sentent plus à l'aise avec les garçons parce que les garçons sont davantage dans l'action
que dans, des conversations et des choses qui impliquent davantage, des relations sociales et des choses de l'ordre de la compréhension sociale. Donc il y a tout profil. Mais quand ma patiente me dit: «Je suis toujours plus entendue avec les garçons», et là, en fait, parce que pendant un moment, j'étais quand même relativement naïve, hein, sur cette, problématique de la transidentité. Je ne savais pas quels étaient, les arguments avancés pour dire: «J'ai une dysphorie de genre et je suis vraiment un homme dans le corps d'une femme». Et je me suis rendu compte que les arguments étaient, mais d'une platitude et presque ridicule, en fait. C'est-à-dire que l'argument, c'est, «Je m'entendais mieux avec les garçons». Ah! Et donc une petite fille, ça peut pas bien s'entendre avec les garçons. OK, donc c'est ce qu'on dit dans la transidentité, c'est ce qu'on dit, OK. Ça, j'ai trouvé ça tellement mais ridicule et en fait, bon, elle me disait ça et moi j'étais là, je fronçais les sourcils, je dis: «Beh, oui, mais c'est fréquent qu'il y a des petites filles qui s'entendent très bien avec les garçons et il y a beaucoup de petites filles TDAH qui s'entendent vachement mieux avec les garçons parce qu'elles sont très sportives, parce qu'elles ont besoin de courir, parce que, voilà». Les arguments souvent ne vont pas plus loin que ça, quoi. J'entends des arguments, de garçons qui disent, «Bah, je préfère discuter avec les filles, et j'aime pas jouer au foot». Oui, d'accord. Ben, mais pour autant, non, tu es un homme. Mais non, s'ils vont traîner sur internet, on va leur dire: «Ah, mais tu dois être une femme dans le corps d'un homme». Et puis cet argument que j'ai découvert il y a pas longtemps qui est le ressenti d'être une femme. Alors ça, j'adore. Est-ce que tu as le ressenti d'être une femme? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Avoir le ressenti d'être une femme, avoir le ressenti d'être un homme? C'est pas un ressenti, quoi. Je veux dire, on est une femme, on est un homme, voilà. Je C'est le grand mystère. C'est d'une abstraction et c'est là où je me dis que les personnes autistes peuvent, d'autant plus que d'autres, c'est-à-dire que n'importe quelle personne et n'importe quel adolescent, ça fait partie de l'adolescence d'avoir beaucoup de questionnements existentiels, de se poser énormément de questions sur, la norme, sa norme, quelle est la personne qu'on veut être, le fait de se trouver un groupe de pairs avec qui on s'entend bien, avec qui on partage les mêmes idées, les mêmes goûts musicaux. C'est des questionnements qui sont vraiment fondamentaux, très importants, et il y a beaucoup de questionnements existentiels. Donc si on commence à se dire: «Est-ce que j'ai un ressenti de femme?» Non, et c'est exclusif, hein, j'ai pas de ressenti de femme, je suis un homme. Ça y est, hop, c'est fini. C'est très rapide et surtout, ça donne là, du coup, un groupe d'appartenance avec beaucoup d'attention, beaucoup d'affection. Et moi, ce que je vois dans les patientes, c'est ça. Et surtout avec l'autisme, c'est qu'en fait, j'ai pas mal de patients autistes et j'en ai beaucoup des adultes qui me font part du fait que dans leur adolescence et dans leur enfance, c'était très compliqué pour eux de savoir, à partir du moment où le questionnement est comment se comporter, que dire? Quoi faire? Qu'est-ce qui est la norme déjà dans la communication? Mais aussi, ils me font part de, cette idée du genre. Voilà, moi j'ai un homme autiste qui m'a dit, bah, j'ai rencontré, un homme il y a pas longtemps, qui, n'avait pas, ce côté très, caricatural, masculin, de la virilité, on va dire stéréotypée et ça m'a rassurée parce que, je me suis dit: «Beh, OK, ça va, donc c'est bon, j'ai des comportements d'hommes «normaux» entre guillemets». C'est-à-dire que ce questionnement, il est encore plus fort chez les personnes autistes. J'ai des patientes qui me disent: «Bah oui, moi quand, j'étais ado, bah voilà, hein, je savais pas si j'étais attirée par les femmes, par les hommes, j'arrivais pas à avoir les codes vestimentaires, des femmes, ou des hommes, je me perdais là-dedans et le problème avec l'autisme, c'est un problème, une solution, stimulus-réponse, hein. Il faut, quelque chose d'assez, pragmatique pour répondre à un questionnement et il peut y avoir très vite ce côté, je suis une femme, je veux être copine peut-être avec ces filles-là, j'aimerais en tout cas, je sais pas trop comment faire, j'ai très peur que ça ne marche pas, donc je vais, partir dans des codes vestimentaires, voilà, je vais essayer de coller à cette idée de la femme qu'on me renvoie, mais de manière très obsessionnelle, très rigide et elles se perdent là-dedans. Moi, j'ai une patiente qui s'est perdue là-dedans, par exemple, et elle est partie, dans quelque chose de très féminin et beaucoup trop féminin, mais juste parce qu'elle savait pas comment faire et qu'elle avait besoin d'être acceptée par, ses copines et au final, elle s'en est dégoûtée parce qu'elle s'est rendue compte qu'en fait, ça correspondait pas à elle et puis surtout ne sachant pas et ne comprenant pas son autisme, c'est ça aussi, c'est-à-dire que c'est diagnostiqué tard, le TSA, le trouble du spectre autistique et du coup, ne sachant pas ces problématiques, pourquoi c'était difficile pour elle de se sentir bien? Pourquoi elle se sentait si différente? Pourquoi elle se sentait si en dehors d'une norme? Mais en fait, c'est à cause de son autisme surtout et ses difficultés aussi sociales, anxieuses et cetera. Mais ne le sachant pas, eh beh, cherche quelque chose, quoi. Et là, pouf, il y a le bouton rapide de dysphorie de genre
il suffit de prendre des hormones, il suffit de dire qu'on est trans, il suffit de mettre un peu de vernis. Un autre stéréotype en plus, hein, c'est tellement ridicule. Ouais. Il crée un autre stéréotype de ce qu'il faut faire si on est trans, enfin bref. Donc elle rentre là-dedans, et quelque part c'est comme si ça devenait un nouvel outil de gestion des émotions. C'est-à-dire que quand on a des problématiques anxieuses, pour n'importe qui, s'il y a beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse, une insécurité pour X raisons, des difficultés de relations parentales, sociales, avec les parents, de relations sociales, peut-être des traumatismes, des agressions, peu importe, ou de par l'autisme aussi, une certaine insécurité, une anxiété qui est de base, qui est là, qui est forte, là on va chercher une solution. On va chercher une solution pour gérer ses émotions. Très souvent, par exemple, il peut y avoir des TOC ou de l'hypocondrie, c'est-à-dire que les enfants, les adolescents autistes peuvent développer des TOC, par exemple. C'est-à-dire que le cerveau crée, de par toute cette angoisse et cette insécurité, il crée un trouble anxieux qui va donner une cohérence à toute l'angoisse qui est là et à toute l'insécurité qui est présente, mais qui va donner un sentiment de contrôle parce que dans le TOC, il suffit de je suis très angoissée, ah ben j'ai peur qu'il y ait un cambriolage chez moi, je vais vérifier si la porte elle est bien fermée. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que du coup, et c'est ce que les psychanalystes appellent des défenses, un système défensif ou un trouble anxieux défensif. Ben oui, c'est ça. C'est-à-dire que à un moment donné, on a besoin d'un sentiment de contrôle et de pas avoir ce sentiment qu'il y a beaucoup d'angoisse, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas quel est le problème, et quand on ne sait pas, ben, il y a un trouble anxieux qui arrive et qui va être d'autant plus fort. Ben là, c'est comme si leur solution, c'était, ben, c'est la dysphorie. Et donc, du coup, je vais avoir ce bouton magique sur lequel appuyer, parce que ce qu'il y a aussi avec les troubles anxieux ou avec le mal-être psychologique, c'est que les gens cherchent une solution rapide, rapide et efficace. Et chez les autistes, ça peut être encore plus présent. C'est des personnes qui fonctionnent en tout ou rien, qui ont malheureusement et du coup un sentiment de vulnérabilité qui est fort. Et ils savent et ils ressentent, même si c'est pas totalement conscient, même s'ils savent pas pourquoi, qu'ils ont cette difficulté de gestion des émotions qui est là, qu'ils ont cette hypersensibilité. Et du coup, ils ont besoin d'un sentiment de contrôle, quoi. Voilà. Et là, ben, c'est comme si on leur donnait cette solution-là, et en fait, ça les détourne de leur véritable problématique. Et ce que je vois avec mes patientes, c'est qu'en fait, ben, elles vont toujours aussi mal, en fait. Elles règlent pas leurs problèmes, ça les éloigne, en fait, du rétablissement, quoi. Ouais, tu amènes une mauvaise réponse à une vraie question. Exactement. Ça amène une mauvaise réponse à une vraie question. Donc c'est de la Et quand on... maltraitance en fait, finalement. Je dirais étymologiquement de la maltraitance. Ah oui, oui, c'est de la maltraitance. Donc on traite mal le mal, on ne le traite pas. Donc on traite une forme de symptôme, mais on ne traite pas le bon symptôme souvent, bien sûr, et on ne traite pas la cause. Et d'ailleurs, enfin voilà, moi je pense qu'en plus, au-delà de ça, étant donné que ça leur donne ce sentiment d'appartenance à un groupe, elles s'enferment dedans. Moi, mes patientes, elles ne voient que des trans. Il y a ce côté aussi, bien évidemment, avec toute l'idéologie, tout le vocabulaire, ce côté secte hein, et dogme, hein, bien sûr, parce que c'est une croyance auquel il faut absolument adhérer. Il y a tout un vocabulaire. Elles ne sont qu'entre elles, ils ne sont qu'entre eux. Il y a beaucoup d'isolement. Et là, bah, dernièrement, j'ai une patiente qui voulait pas retourner voir son grand-père de 84 ans, en me disant, bah ouais, il comprend pas. Ma transition, il est transphobe. Mais elle me dit quand même, je culpabilise parce que bon, il est vieux, il va peut-être mourir bientôt. Et puis quand je le vois, je lui dis bah oui, comment il est quand vous le voyez? Elle me dit bah il est affectueux, il est gentil, il pleure de joie de me voir. Mais bon, voilà, il me met genre, il m'appelle par mon dead name. Enfin, et là, non mais c'était horrible. Et là, mais oh, j'avais mais je me suis dit, bon, tant pis. Je lui ai dit, bah, vous savez, à 83 ans, c'est normal, en fait, qu'il ait du mal à comprendre. Je lui ai dit, mais même moi, c'est pas forcément facile de dire, de tout accorder au masculin, en fait, quand on vous voit. Tu vois, j'ai dit la vérité. Oui, bah J'ai oui, dit, c'est juste. il faut que je l'aide, ce pauvre grand-père. Ouais, C'est d'un narcissisme incroyable. Mon grand-père, Ah, il est mais c'est transphobe. c'est ça. Elle me dit, mon grand-père, il est transphobe.
mon grand-père est transphobe. Avec l'argumentation derrière, oui, bah, de toute façon, toute sa vie, il a été assez réac, quoi. Et là, je lui dis, mais vous l'aimez, cette personne? Vous avez envie de la voir? Bah, si vous pouvez pas lui pardonner ça, je dis, ça va être aussi compliqué de rentrer, entre guillemets, dans votre vie professionnelle, parce que je lui dis, je sais pas ce que vous voulez faire, mais voilà. Le problème, c'est que ce sont des personnes qui restent dans le même cercle social amical et qui essaient de trouver une voie professionnelle qui concerne la transidentité. Parce qu'au final, au-delà de ça, elles ont quand même très très peur d'aller dans la vraie vie, entre guillemets, et dans le monde, avec la diversité de pensée et la diversité de fonctionnement. Et alors ça aussi, c'est aussi très fréquent chez les troubles de personnalité, chez les personnes qui ont pu vivre des traumatismes, chez les autistes, chez toute personne qui peut avoir des difficultés. Toute personne TSA et autiste est différente, hein, bien sûr. Il y a des personnes qui ont davantage de problématiques de gestion des émotions. Mais quand les difficultés sont massives, il y a tellement un sentiment de vulnérabilité et d'incapacité à gérer ses émotions que les gens attendent que ce soit les autres qui règlent leurs problèmes et qui s'adaptent à leurs besoins, mais de manière massive, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a souvent ce qu'on appelle une stratégie de dépendance, voire de dépendance affective. Je vais en parler à mon mari, j'espère qu'il va me rassurer. S'il me rassure pas, ben moi, je vais pas réussir à être bien, quoi. Tu vois, cette espèce de gestion des émotions par le biais de l'autre. Et il y a aussi ce côté où bah, il faut absolument pas que les autres me mettent mal en disant quoi que ce soit qui pourrait heurter ma sensibilité, mais des fois avec un autoritarisme très fort. Donc là, avec la transidentité, je trouve qu'on voit ça à l'échelle personnelle, à l'échelle d'un individu, mais aussi à l'échelle de cette communauté qui nous dit, vous n'avez pas intérêt de dire le moindre truc qui va à l'encontre de ce qu'on pense, parce que sinon vous nous agressez. Et qui ne remettent pas en cause leur hypersensibilité et leur problématique à mal gérer leurs émotions et à accepter que les autres ne pensent pas pareil et ne vont pas se soumettre à leurs besoins. Il y a un côté tout médu qui est très fort et j'ai l'impression qu'il y a quand même dans cette génération une interaction entre une espèce de forte rigidité, un sentiment d'injustice qui est très fort et quelque chose de très narcissique qui est renforcé par les réseaux sociaux. Oui, il y a vraiment ce côté, tout m'est dû, on doit me respecter à tout prix, on doit gérer les émotions à ma place. Mais c'est même renforcé par la loi. Ils ont raison. Quand on regarde la loi que tu viens de citer, bah, ils ont eu gain de cause. La circulaire Blanquer hein, qui dit qu'il faut mettre les jeunes dans les vestiaires, les dortoirs, etc., de leur identité de genre, si tant est que ça signifie quelque chose. Quand tu vois les personnes qui vont quasiment convulser au sol si tu les appelles par leur nom de naissance, en fait, finalement, tout est fait pour les conforter. On a nos politiques qui sont d'une servilité incroyable par rapport à ça, parce qu'ils font peur, parce qu'ils ils sont très gonflés de leur propre importance aussi, et qui stérilisent complètement le débat avec leurs menaces. Oui, tout à fait. Et en faisant ça, en leur donnant raison, on se rend coupable. On se rend On coupable. est complices, tout On à se fait. rend coupable et nous, responsables. Un travail important en psychothérapie, c'est de rendre aux gens leurs responsabilités. C'est de leur dire, c'est vous qui avez le choix, c'est vous qui avez le pouvoir de choisir. Est-ce que vous voulez essayer d'aller mieux? Est-ce que vous voulez essayer un autre chemin? Pour n'importe quel cercle vicieux de problématiques, de troubles anxieux, de troubles de personnalité, tout, à un moment donné, on dit aux gens, voilà, la solution, c'est ça. C'est à vous de choisir qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous vous sentez de faire. C'est le travail motivationnel pour les addictions, c'est tout. C'est aux gens de prendre leurs responsabilités, de faire leurs choix et de s'engager dans le rétablissement. Et il n'y a que eux qui peuvent le faire. On peut les aider, il n'y a que eux qui peuvent le faire. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on se rend coupable. Oui, 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 venez. Donc on prend le bâton, on se fait taper sur la tête et on se dit, bah oui, effectivement, c'est de notre faute. Personne ne croit vraiment à ce que vous dites, hein, effectivement, hein, c'est pas grave, mais bon, comme vous souffrez et que vous pleurez, c'est comme si on disait à un parent, bon, votre enfant, il a une anxiété de séparation. Une anxiété de séparation, c'est quoi? C'est le classique, hein, je veux pas me séparer de ma maman, on m'emmène à l'école, à la maternelle, je crie, je hurle, je fais un caprice parce que je veux pas aller à l'école. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se plie à la crise et au sentiment d'insécurité qui n'est pas adapté de l'enfant? Ou est-ce qu'on lui apprend
que son insécurité, elle n'est pas adaptée, que c'est une émotion inadaptée qu'il ne faut pas renforcer, et on le laisse aller à l'école et on lui dit non, tu es en sécurité, tu vas voir, et ton émotion, elle va monter, elle va redescendre, et après ce sera fini. Ben non, là on fait pas ça. On dit aux gens, ben, effectivement, votre mal-être, il est catastrophique, il est insupportable, vous ne pouvez pas, vous êtes trop fragile, et puis effectivement c'est grave, et ok, et du coup c'est notre faute, et on va faire en sorte que la société change complètement pour s'adapter à vos petits besoins. Enfin, c'est C'est ça. n'importe quoi. Raconter comme tu l'expliques, c'est très effrayant. Et qu'est-ce que ça nous prépare pour l'avenir? C'est vraiment très, très, très inquiétant. Au lieu de leur apprendre à mieux gérer leurs émotions et à trouver les bonnes solutions, ils cherchent, eux, à s'adapter par la non-acceptation de leur corps, par des mutilations, par des traitements qui peuvent les rendre stériles, qui peuvent provoquer des cancers sur le long terme, en outil de gestion des émotions, quoi. Il faut que la société s'adapte. Comme si on disait aux gamins avec qui il y a une anxiété de séparation, de dire ah ben tu veux pas aller à l'école, ben c'est pas grave, on va prendre la maîtresse, on va lui dire laisser tomber les autres enfants, puis elle va venir à la maison faire le cours pour toi. Oui, ou Ah maman oui, va parce que venir tu à veux pas l'école aller à avec toi. l'école. Et maman Maman. va venir à l'école avec toi si tu veux. Elle va rester à côté de toi toute la journée parce qu'effectivement tu es fragile et dépendant et tu peux pas gérer tes émotions. Donc on envoie des mauvais messages, on augmente leurs problèmes. Voilà. Ce qu'on fait, c'est qu'on augmente leurs problématiques et on les rend malades. On les rend malades mentalement et physiquement. Possiblement, sur le moyen et long terme. Et en plus, c'est remboursé par la sécurité sociale. C'est-à-dire qu'au niveau sociétal, c'est catastrophique aussi, quoi. Voilà, hein, c'est le trou de la sécu, quoi. Bon, ben, ok, il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir d'ALD, ils ont une ALD, enfin bon. Tu as cité en début de ton témoignage Sophie Robert, hein, qui a donc fait un documentaire qui s'appelle Mauvais genre, partie 1. Et alors la partie 2 va sortir, là, c'est imminent. Je l'ai déjà visionné en avant-première. J'interviens dedans plusieurs fois. Oui, je t'ai vu. Et justement, c'est assez effrayant, hein. Et donc, je vous invite vraiment à visionner ce documentaire pour voir jusqu'où ça peut aller, parce que c'est quand même gravissime. C'est des enfants, Oui, c'est des adolescentes qu'on mutile. tout à fait. C'est impressionnant parce que c'est vrai que, en fait, c'est tellement horrible qu'on va pas se renseigner jusqu'au détail des opérations. Sophie Robert nous montre ce qui se passe. C'est affreux. Par contre, gros trigger warning, hein. Il y a des moments. Oh là 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 là. Ah non, mais C'est moi, il y a des moments où j'ai pas pu regarder, hein. ouais, c'est très très dur. J'ai Mais en fait, on devrait être capable de le regarder parce que, comme tu l'as très justement dit juste avant, on est responsable de ça et on est complice de ça. Donc, il faut être capable de regarder aussi les enfants qu'on mutile. Regardez-les. Tout à fait. Moi, je suis, choquée par mes collègues, en fait, hein, mes collègues psychologues, qui se renseignent pas, qui ne s'y intéressent pas, et je trouve que c'est leur responsabilité de psychologues, de psychothérapeutes, surtout, ceux qui sont spécialisés enfants et adolescents, hein. Je trouve que c'est vraiment, grave. Je comprends pas que les gens ne prennent pas leurs responsabilités, de soignants aussi. C'est catastrophique, quoi. Pourquoi penses-tu que cette idéologie est une menace pour les femmes, pour leurs droits, pour les enfants, pour la société, pour la démocratie? Tu as déjà un peu développé. Est-ce que tu veux développer Ouais. davantage? Pour les enfants, il y a tous les dangers, en fait. Pour les enfants, on ouvre la porte, potentiellement, à des pervers, à des pédophiles, à des personnes des hommes qui vont se transidentifier femmes pour de mauvaises raisons, pour des raisons pratiques. Enfin, je veux dire, c'est du pain béni pour eux. Alors ça, c'est vrai aussi, les gens ne savent pas ou s'intéressent pas forcément. C'est-à-dire que dès qu'on parle de pédophilie, dès qu'on parle d'agression sexuelle, ah là là, c'est trop dur, on ne regarde pas, on s'y intéresse pas vraiment. Il y a toujours une forme de déni ou d'évitement parce qu'on ne veut pas voir l'horreur, on ne veut pas voir l'horrible. Mais là, c'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire, on permet à des hommes d'être en contact avec des jeunes personnes. On permet à des agresseurs d'avoir accès à des personnes vulnérables et voire même à des enfants. Et puis surtout, au-delà de ça, c'est le nombre d'enfants qui peuvent dire oh ben moi j'aurais préféré être une fille, oh ben moi j'aurais préféré être un garçon. Hop, ça y est, si on commence à dire ben ça y est, oulala, à l'école, on ne va pas dire aux parents que cet enfant a dit ça. Au collège, sans dire aux parents, cet enfant, cet adolescent peut faire sa transition sociale sans que les parents soient au courant. Là aussi, quel message on transmet aux enfants et aux adolescents? On leur dit c'est adapté de mentir à tes parents. C'est adapté de ne pas dire ce qui se passe à tes parents. Et nous, on va accepter ta transition sociale sans en parler à tes parents. Et si par malheur, papa et maman sont pas d'accord avec le fait que tu prennes des hormones,
Bah, peut-être aussi qu'on va commencer à faire un signalement, quoi. Voilà, donc on arrive à ça, c'est catastrophique. Les enfants, donc maintenant, peuvent croire au Père Noël et en même temps se dire que ils sont dans le mauvais corps et on va les croire. Voilà, c'est incompréhensible, c'est catastrophique, c'est évidemment extrêmement dangereux pour la démocratie. Bah, c'est une catastrophe, hein, parce que c'est carrément une idéologie, ce sont des croyances, c'est fondé sur rien, aucune preuve scientifique ou des hypothèses pourries. Et non, il faut que tout le monde adhère à ça. Et sinon, ben, on censure. Censure. Voilà. Moi, je veux dire, j'essaie de discuter de ça avec mes collègues sur LinkedIn, tout le monde s'en fout, voire même personne. Même si les gens regardent, parce que si on voit les impressions, même les gens regardent, je vois énormément d'impressions sur certains posts, mais personne ne republie, personne ne met un commentaire, personne, voilà, c'est l'omerta. Et j'arrête de publier maintenant parce que du coup, je pense que je dois être catégorisée comme la meuf alarmiste transphobe. Et ça me désole, quoi. Donc, pour le droit des femmes, pour le droit des enfants, bon, bah, comme je l'ai dit, voilà, c'est dangereux. Pour la société, ça a un coût en plus, voilà. Et pour la société aussi, je pense que ça fractionne au sein même des familles des choses importantes, puisque mes patientes, elles s'isolent et comme je l'ai évoqué tout à l'heure, elles rejettent leur famille massivement. Et ça, je vois pas en quoi ce soit bon pour l'individu autant que pour la société, quoi. Je veux dire, évidemment que quand on a une famille toxique, il faut s'en éloigner. Évidemment qu'il ne faut pas se forcer à maintenir des liens avec un père ou une mère alors qu'il y a vraiment une toxicité, de la maltraitance ou des abus. Mais là, moi, j'ai des cas où c'est pas vraiment le cas et ça fractionne les gens, quoi. C'est grave. C'est vraiment tellement triste, en fait, cette rupture du lien social à cause d'une idéologie alors qu'on est dans une société laïque. C'est ça qui est incroyable, c'est que personne ne reconnaît la dimension mystique de cette Oui, idéologie. C'est terrifiant. oui, terrifiant. Alors, qu'est-ce qui t'a décidé aujourd'hui à témoigner? Est-ce que tu as déjà subi des pressions, des menaces? Est-ce que tu te sens en sécurité ou pas par rapport à cette question? Alors, j'ai mis du temps à vouloir m'exprimer sur ça, autant au niveau de mes relations sociales proches que sur le plan professionnel. Notamment mon conjoint qui du coup s'était renseigné avant moi sur cette question, il m'a dit: «Mais regarde à quel point ils sont agressifs» et d'ailleurs, il y a une des premières, j'ai oublié, c'est un premier élément qui m'avait marqué et qui m'a fait aussi me renseigner sur cette question-là, c'est qu'il y a un humoriste aux États-Unis qui s'appelle Dave Chappelle, qui est noir, si je peux le dire, hein, si j'ai le droit de dire qu'il est noir et ce monsieur, dans un de ses spectacles, explique que, lui, il veut rire de tout et que donc il a fait des sketchs, où, il se moquait des trans et il a eu, beaucoup d'attaques de la part des trans, très agressives et il y a une personne trans, un homme trans identité femme, qui le soutenait, qui venait à ce spectacle, qui rigolait et qui disait: «Bah, ouais, je suis pas d'accord avec ce que font ces personnes trans» et cette personne a été tellement maltraitée sur internet qu'elle s'est suicidée. Et ça, plus toutes les manifestations féministes, toutes les lesbiennes qui sont agressées par les trans, et toute personne qui va émettre un jugement et vouloir discuter et qui va être agressée, blacklistée, enfin voilà, c'est violent. Mon conjoint, pendant longtemps, mon conjoint, il a peur hein, pour moi. Il me dit, mais oulala, mais enfin, ça l'inquiète en fait. Je lui dis: «Bon écoute, moi là, il y a des personnes qui écrivent des livres, je trouve très courageuses, je vais quand même, je veux bien quand même parler, un petit peu quoi». Donc je le fais, mais c'est vrai que, on sent voilà, on le fait avec, à chaque fois que je poste quelque chose sur LinkedIn ou et beh, il y a toujours du stress quoi. On se dit: «Mais voilà, à minima, je vais être, catégorisée comme, une facho, une transphobe, quelqu'un qui n'est pas ouvert, une mauvaise personne quoi». Voilà. Donc heureusement dans mes relations sociales, amicales, au final, quand j'en parle, les gens sont tellement pas au courant que quand on leur dit, eux, ils ont l'impression que je leur raconte, le scénario d'un gros nanar, hein, d'un film surréaliste, de science-fiction, d'anticipation plutôt, où, tout le monde se dit: «Mais mais non, c'est pas possible, ça n'arrivera jamais». Et si, ça arrive et ça s'incruste dans le cerveau et il y a des médecins qui mutilent des gens qui ont fait des études, des gens qui sont, à un niveau intellectuel élevé, dans les universités. Ça s'incruste dans les universités, c'est incroyable.
Et ben non, en fait, on vit un vrai film d'horreur. Et du coup, au bout d'un moment, ben, c'est plus possible de rien dire, quoi. Voilà, moi, j'arrive plus à m'en empêcher. Et d'ailleurs, avec mes patientes, je sais pas combien de temps je vais réussir à me retenir pour dire ce que je pense vraiment. Donc, je marche sur des œufs parce que j'ai pas envie de les perdre, parce que j'ai pas envie de les brusquer. Mais c'est très dur. C'est très dur. Voilà, donc ça me pousse à parler parce que ça fait du bien. Parce que c'est important et parce que je pense qu'à un moment donné, il faut dire les choses. Et j'en veux beaucoup à mes collègues de ne rien faire, de ne rien dire. Merci de le faire en tout cas, et parce qu'en plus, c'est important de parler, mais il faut savoir aussi que pour toutes celles qui nous écoutent, pour tous ceux qui nous écoutent, c'est aussi très important. Je te l'ai dit en off tout à l'heure, mais on a quand même des personnes qui nous écoutent qui ont besoin d'entendre ce que tu dis. Donc merci pour elles. Merci à celles qui parlent, mais aussi merci à celles qui écoutent et à qui ça peut donner du courage ou la force de supporter des choses difficiles. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Oui, alors, j'aimerais passer un petit message essentiellement aux jeunes filles, puisque, a priori, il y a surtout 75% de filles chez les personnes qui pourraient se dire trans ou non-binaires ou autres. C'est une évidence que l'apparition des règles, de la poitrine, tous les changements dans le corps qu'il y a à l'adolescence, ça pose des questions. Pour beaucoup de jeunes filles, c'est normal de ne pas aimer son corps à cette période-là, et donc de le rejeter. Et donc d'emblée, ça va créer une forme de dissociation en fait. Hein. On va commencer à pas aimer son corps. Je connais aucune jeune fille qui s'est dit à l'apparition de ces règles, c'est super, je vais saigner tous les mois. Je pense qu'il y en a beaucoup, comme moi et comme beaucoup de filles se sont dit, je préférerais être un garçon. Et puis ensuite, il y a tous les changements et toutes les perturbations qu'il peut y avoir à l'adolescence. Donc il y a plein d'études hein, qui montrent, qui prouvent que un adolescent sur deux peut avoir des symptômes dépressifs, anxieux, l'anxiété sociale notamment avec la peur du jugement sur soi, sa personnalité, son corps est plus que fréquent à l'adolescence. Hein, c'est vraiment massivement que les adolescentes ressentent cette anxiété sociale. Donc c'est normal entre guillemets. Et donc c'est important si jamais vraiment il y a des questions d'aller voir un psychologue pour explorer les raisons de son mal-être avant de partir sur une autre piste qui pourrait provoquer des changements à vie et qui serait très mauvais pour la santé en plus. Notamment les troubles du comportement alimentaire, c'est pareil. Ça va provoquer aussi un rejet du corps, des comportements un peu du coup de contrôle alimentaire, d'obsession, qui vont augmenter le mal-être vis-à-vis de son corps. Et là, c'est pareil, ça peut un petit peu se mélanger avec la dysphorie, quoi. Hein. C'est comme si, voilà, avec la dysphorie, on rend pathologique une période qui est normalement perturbée, quoi. Voilà. C'est comme s'il fallait pas se poser de questions à l'adolescence. C'est comme s'il fallait pas être perturbé à l'adolescence, alors que ça fait partie de l'adolescence. Donc c'est une période d'adaptation. Qui dit une période d'adaptation, mais c'est une période de perturbation. Et il y a des recherches qui montrent que, ben, en fait, le meilleur remède naturel à la dysphorie de genre, ben, c'est la puberté. Donc c'est d'attendre que l'adolescence se termine, puisque majoritairement, une fois que l'adolescence et les perturbations dues à l'adolescence se calment et qu'on s'adapte et qu'on devient un jeune adulte, eh ben, ça disparaît, quoi, tout simplement. S'il y a des traumatismes et qu'il y a un passé d'agression sexuelle, ben là, il faut aller voir un psychologue et traiter les traumas. Ça se traite, ça se soigne. Il faut tester toutes les autres solutions avant de partir sur ça. Et puis, bien sûr, mes collègues psychologues, hein, bah, ce serait bien de se renseigner davantage pour être sûr de bien encadrer ces jeunes, tout simplement. Hein. Voilà, je ne peux pas souhaiter mieux. Merci d'avoir écouté notre parole et n'hésitez surtout pas à partager le plus largement possible. S'il vous plaît, signez la Déclaration des droits des femmes basée sur le sexe, womensdeclaration.com. Rejoignez-nous, n'ayez plus peur, ensemble nous ferons changer les choses. Si vous souhaitez témoigner, contactez-nous. Et à bientôt pour un nouveau témoignage de Rebelles du genre.